Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, dans Métamorphose, on s'intéresse à la gémothérapie. Gémeaux, en référence gemme aux pierres, et non, pas du tout. La gémothérapie est une branche de la phytothérapie et consiste à utiliser les tissus embryonnaires des végétaux en croissance comme les bourgeons ou les jeunes pousses de plantes afin de rééquilibrer la physiologie de l'organisme. Il est donc utile d'en connaître d'une part leur nature, d'autre part leur fonctionnement pour s'assurer d'un bon terrain au naturel. Nous allons donc nous pencher sur leur rôle et comment bien utiliser ces bourgeons au quotidien. Pour nous en parler aujourd'hui, mon invité est médecin, vous le connaissez bien, vous allez voir, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle et dirige un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires. Vous aurez reconnu le docteur Paul Dupont que je suis ravie d'accueillir une nouvelle fois dans Métamorphose. Bonjour Paul. Merci Anne, bonjour aux auditeurs. Alors bonjour évidemment à toutes et à tous qui nous écoutez. C'est vrai que quand on dit gémothérapie, beaucoup de gens pensent que ça s'intéresse aux pierres et non. La gémothérapie fait partie de la famille de la phytothérapie, je le disais en intro. Mais qu'est-ce qui la distingue ? Quelle est sa particularité ? Et depuis quand finalement existe-t-elle ? Alors c'est effectivement une science un peu récente, elle remonte aux années 60 en fait, donc elle a pas une durée de vie très longue, mais elle a été développée récemment à partir de nombreuses études scientifiques qui permettent de mettre en évidence ce que le fondateur en quelque sorte de la méthode, qui s'appelle Paul Henry, qui était un médecin belge, qui avait fait des recherches sur les embryons et qui a eu l'idée à un moment donné de s'intéresser à la partie embryonnaire des plantes, c'est-à-dire les jeunes pousses qui contiennent tout le potentiel de développement des plantes. Il a donc créé cette méthode qu'on appelait gémothérapie à partir des bourgeons et des jeunes pousses de plantes. Voilà. Alors, Paul Henry, c'était à peu près c'est contemporain ou c'est plus récent, c'est dans les plus années âgé 50, des années 60, le siècle dernier, quoi. Donc, c'est quand même récent. Mais les bourgeons étaient déjà utilisés avant. Il y a, par exemple, dans les pays de l'Est, de nombreuses utilisations des bourgeons. Je pense aux peupliers, notamment. Et même au Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen, que beaucoup connaissent, qui était une abbesse très connue et très respectée à son époque, avait mis au point tout un tas de principes curatifs à partir des bourgeons.
Voilà, donc et de plusieurs plantes d'ailleurs. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui a été remis au goût du jour par Paul Henry, on peut dire, mais si vous voulez, c'est une méthode quand même très très ancienne. Sauf que les principes actuels de la phytothérapie sont très bien fondés sur des méthodes, sur des bases scientifiques. On en parlera d'ailleurs dans cette émission. Absolument. Alors, quelle est leur utilité globale, généralement? Est-ce que c'est vraiment de l'entretien? Est-ce que c'est vraiment curatif? Comment est-ce qu'on peut utiliser la Gémeaux? Alors, on n'a pas les effets immédiats comme s'il s'agissait d'un médicament. Par exemple, si c'était une plante qui a une action bien ciblée, la teinture mère, par exemple, d'une plante, elle va avoir une action très ciblée sur un organe et une action fonctionnelle. Là, on peut parler d'action embryologique. Des études récentes montrent en effet que dans les bourgeons, on a ce qu'on appelle des tissus embryonnaires qui sont même constitués de cellules qui ne sont pas différenciées. Vous voyez, un petit peu comme ce qui se passe dans l'embryon humain qui va se développer à partir de cellules souches, qui vont ensuite se différencier, vont donner différents types de tissus. Eh bien, selon le type de bourgeon, on va avoir une affinité particulière avec nos organes. Pour donner un exemple, par exemple, le cassis va être en affinité avec les surrénales, l'RL avec les ovaires, vous voyez. Et donc, il va y avoir une sympathie d'organes embryonnaires. C'est-à-dire, c'est pas une action immédiate, c'est une action qui va porter sur les cellules embryonnaires et même certainement sur les cellules souches. Donc, les études qui sont menées actuellement sur les bourgeons ont montré, par exemple, qu'il y avait énormément d'hormones dedans. Or, les hormones, on le sait, on en a parlé dans une autre émission, Anne, elles ont un effet de réguler toutes les fonctions vitales de l'organisme. Et on peut se demander si par cette sympathie d'organes entre un bourgeon en particulier, un type d'organe et tissu de notre corps, il n'y a pas justement action hormonale. Et donc, c'est une action qui va porter sur le long terme. On ne peut pas avoir un effet immédiat quand on prend un bourgeon. Il faut faire des cures. Voilà un petit peu le sens. Évidemment, on va y revenir longuement parce qu'on va voir quel type de cure, quel type de bourgeon, quel dosage, et vous allez nous expliquer tout ça. Avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a vous parliez des études, est-ce qu'il y a des études assez importantes aujourd'hui qui sont menées justement sur les bourgeons ? Oui. Il y a peut-être pas trop en France, mais en Italie, il y a plusieurs universités qui s'intéressent au sujet. En Roumanie, en Tchécoslovaquie, aux États-Unis, il y a même des chaires de recherche scientifique dans le domaine de la gémothérapie. Et donc, toutes ces études portent sur la constitution des métabolismes humains, mais aussi sur les constituants, toutes les molécules que contiennent les bourgeons. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a des choses assez intéressantes qui montrent que, par exemple, certaines molécules qu'on connaît bien, eh bien, ont une action hormonale. Par exemple, dans le végétal, elles vont permettre la croissance ou la régression des tissus. Elles vont peut-être parfois même permettre de dédifférencier des cellules, c'est-à-dire les ramener vers une cellule pluripotente, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se développer dans un sens ou dans un autre. Elles vont même multiplier ces cellules souches selon un principe hormonal. Et d'ailleurs, je peux donner un exemple assez intéressant qui est très très méconnu. Par exemple, l'acide salicylique sous forme végétale, c'est-à-dire les salicylates, ce sont en fait des hormones. Elles ont un effet de régénérer les cellules et les tissus. Nous, on la connaît, l'aspirine, on connaît l'acide salicylique comme anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un régénérateur tissulaire. Sous la forme végétale, j'en tiens, c'est-à-dire organique. Je ne parle pas de l'acide salicylique lui-même, je parle des salicylates et de ce que l'on trouve justement dans les bourgeons. Alors c'est vrai que parfois on peut aussi la confondre avec la spagyrie ou les fleurs de bac ou d'autres formes de phyto. Quelles sont un peu les différences avec ces autres Là, on n'est plus dans le même domaine. Ici, on est dans le domaine pondéral, avec des véritables molécules qui ont un effet à des doses souvent infinitésimales dans l'organisme humain. Elles sont extraites, ces molécules, sous les trois formes qui sont la macération, qui est à la fois par l'eau. Vous parlez de la gémothérapie, on est d'accord. Là, je parle de la gémothérapie. Oui. C'est une extraction, comme on ferait une extraction classique,
soit en faisant une infusion dans de l'eau, soit en me faisant macérer dans l'alcool. Et là, en fait, c'est une triple macération qui est dans l'eau, dans l'alcool et dans la glycérine. D'où le terme macérat glycériné. On fait macérer pendant un certain temps des organes de plantes qui sont frais et que l'on va mettre à macérer le temps d'extraire toutes les principes actifs moléculaires. C'est donc de la biochimie réelle. On n'est pas dans le domaine de l'infinitésimal, on est dans le domaine du pondéral. Oui, on n'est pas du tout dans un principe homéopathique, qu'on le dise. On n'est pas homéopathique. Alors, il faut savoir qu'autrefois, effectivement, dans la méthode de départ, on diluait, c'est-à-dire qu'on était en dixième décimale. On parlait de macérat glycériné 1DH. Mais ce qu'on recommande aujourd'hui, ce sont les macérats mères, comme on parle de teinture mère en homéopathie, c'est-à-dire c'est l'extraction pondérale des molécules extraites des bourgeons. On n'est pas dilué, on est dans la forme 10 fois plus concentrée sur les qu'un DH. Très bien. On n'est pas homéopathique. C'est ça. Alors, je crois qu'en tout cas, dans le mode de récolte, il est important de récolter le bourgeon avant son éclosion pour que justement, il ait toute la puissance et la potentialité, c'est ça ? C'est-à-dire que le bourgeon doit être juste prêt à éclore. On est dans un temps où la plante concentre tout un potentiel d'action. C'est-à-dire qu'il y a dans le bourgeon, si vous voulez, c'est un concentré. C'est comme si vous preniez une grosse masse de terre et que vous la concentriez en une toute petite boule millimétrique. Donc c'est quelque chose qui va être très très concentré et prêt à agir. C'est-à-dire qu'il y a comme un feu d'artifice d'action de tout ce que contient le bourgeon lorsqu'il est mis en macération. C'est ça, on est juste avant le Big Bang là. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est un peu le même phénomène, si vous voulez, de rétraction, de contraction, de potentiel d'action qui va être libéré au moment où la sève va arriver dans le végétal, elle va faire éclore le bourgeon, et ensuite, tout ce que le bourgeon va permettre, les branches, les feuilles, les fruits, etc. Il y a dans le bourgeon tout le potentiel de la branche, de la feuille et du fruit. Donc, quand on prend un bourgeon, il faut considérer que ce que l'on absorbe, c'est ce potentiel. Voilà. Et il nous est libéré dans nos organes, au point que des travaux dont on a connaissance maintenant font état de la possibilité pour les bourgeons de régénérer nos tissus, réellement. Par exemple, je peux donner un exemple, on en parlera, mais bien sûr. Le macérat de marronnier, par exemple, il a une action de réparation du tissu du collagène. Il s'oppose, par exemple, aux enzymes qui détruisent à la fois l'acide hyaluronique, le collagène, etc. Et donc, il va avoir un effet anti-ride, il va avoir un effet régulateur et réparateur des tissus. Il y a une régénérescence des tissus, vous voyez. Donc, c'est pas une action immédiate, c'est pas fonctionnel. On va pas augmenter ou diminuer l'action d'un organe, on va le régénérer. Voilà l'action des bourgeons. Très bien. Est-ce qu'il y a des précautions d'usage à son utilisation ? Si ça peut avoir un effet hormonal, on pourrait imaginer qu'à l'inverse, si on ne prend pas le bon, ça puisse aussi peut-être déréguler des choses où il n'y a pas vraiment de mauvaises... Oui, quand même. Tout à fait. Ben oui, si par exemple vous prenez du bourgeon d'Érel, il faut savoir qu'il est œstrogénique. Donc quelqu'un qui aurait eu un problème hormonodépendant de cancer, il vaut mieux l'éviter. Le genévrier, lui, par exemple, a une action sur les reins. Quelqu'un qui va avoir une insuffisance rénale, étant donné qu'il est quand même actif sur la fonction rénale, non pas pour la régénérer, mais pour augmenter sa fonction, il peut avoir sur le long terme des effets délétères. Oui, voilà. Il faut quand même faire attention. Les bourgeons, ce ne sont pas que des compléments alimentaires simples. Ils ont un effet quand même. Vous voyez, plus qu'un simple complément alimentaire, c'est un peu de la phytothérapie. Donc, il faut faire très attention. Il y a des contre-indications à respecter. En général, elles sont marquées sur les étiquettes, sur les étiquettes des produits. Il est bien mentionné ne pas utiliser pour ceci ou pour cela. Par exemple, le framboisier, qui a une action tonique utérine, il peut être utile, et c'est ce que recommandent souvent les sages-femmes, notamment aux États-Unis, pour favoriser l'accouchement, parce qu'il va avoir un effet à la fois tonique utérin, mais aussi de relâchement. Il va être utile en fin de grossesse, mais sous contrôle médical, mais jamais en début de grossesse. Oui, pour pas provoquer de contraction. Oui. Exactement. Voilà, donc il y a des contre-indications, oui. D'accord, donc là, c'est vrai que si on peut le dire pour nos auditrices et nos auditeurs, si vous êtes sous traitement pour autre chose, si vous avez un doute, évidemment, toujours se tourner vers son médecin, son professionnel de santé compétent, on est d'accord.
C'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine, et beaucoup de compléments alimentaires, c'est la même chose. Il faut toujours avoir recours à un professionnel de santé qui connaît le sujet. Parce qu'on ne peut pas s'automédiquer, notamment avec les bourgeons. D'accord. Très bien. Et on parlera des enfants à la fin de cette émission. Effectivement, est-ce que les enfants peuvent en prendre? Alors, quels sont les dosages types? Là, on est toujours sur des adultes. En général, quand on se dit, tiens, je vais me faire une cure de bourgeons, quel type de dosage on a? En général, il faut que le flacon soit avec un compte-gouttes. Voilà. On ne peut pas prendre ça à la cuillère à café. Donc, il faut compter les gouttes. On recommande en général 15 gouttes, soit une fois par jour, et parfois jusqu'à 3 fois par jour, selon les indications. Mais en général, il ne faut pas dépasser. Pourquoi? Parce que c'est du concentré. Autant, par exemple, quand vous prenez une teinture mère, on peut aller jusqu'à une cuillère à café 3 par jour, parce que c'est juste des feuilles, par exemple, ou des sommités fleuries, voilà. Alors que dans le bourgeon, il y a tout, c'est très très concentré, donc c'est 5 fois moins de prise qu'une teinture mère. Donc on compte 15 gouttes à peu près. D'accord. 1 à 3 fois par jour. 1 à 3 fois par jour, et en général, on fait des cures de combien de temps? 3 semaines par mois. Après, ça peut être des cures longues. Moi, ça m'arrive de donner à des patients qui ont des pathologies rhumatismales chroniques, le cassis par exemple, sur un long cours. Et je pense à un patient, je peux le citer, c'est pas sans dire son nom, bien sûr. Bien sûr. Il avait un rhumatisme articulaire. On va citer son cas. Voilà. Qui était sous corticoïdes et qui, par le macérat de cassis, a permis de diminuer la dose de corticoïdes progressivement, faire un sevrage, vous voyez. Mais sur le long cours. Voilà, parce qu'on sait que le cassis est un stimulant des surrénales et un anti-inflammatoire. Alors c'est vrai que, d'ailleurs, vous en fabriquez vous aussi dans votre laboratoire, des complexes de Gémeaux, mais c'est vrai qu'on en trouve dans certains magasins bio aussi ou en pharmacie. Est-ce qu'on peut se dire, ah bah tiens, il y a un complexe immunité, par exemple, je me fais une petite cure pour l'hiver, où on retrouve, par exemple, vous citiez le cassis, l'églantier, Rosa canina, par exemple, ce type de formule. Voilà, vous les avez cités. C'est vrai. C'est ce que je prends, évidemment. Voilà, exactement. Disons que voilà, on est avec on a créé une petite gamme qui s'appelle Fibio, oui, qui est des macérats et avec des complexes. Après, si vous voulez, chacun fait sa recherche. Ce qu'il faut surtout, c'est que la concentration de plantes soit suffisante. Il doit y avoir à peu près 10% d'actifs minimum dans le macérat pour que ça soit vraiment efficace. D'accord, ça c'est marqué? La concentration est notée. C'est marqué, la concentration est marquée, ouais. Après, c'est vrai que on va pas faire dans l'émission des conseils, on n'est pas là pour soigner les gens, mais il faut citer à peu près, oui, quand même un peu le rôle de chacun de ces bourgeons, c'est intéressant. À l'entrée de l'hiver, de stimuler l'immunité, vous l'avez dit, c'est le cynorhodon, quoi, l'églantier. L'églantier, oui. L'églantier, ouais. Donc ça, on peut faire sans trop se poser de questions, des petites cures comme ça, en se disant, là, on rentre dans des périodes, on peut faire... L'églantier, on a l'action à la fois du fruit, c'est-à-dire le cynorhodon, qui peut être pris en poudre, en complément alimentaire, et puis vous avez le macérat qui va avoir un effet, effectivement, sur l'immunité. Après, il n'est pas le seul. Vous avez le sapin qui est effectivement et le pin qui a un effet aussi sur la période quand c'est difficile, les rhumes et tout. Vous avez la ronce qui est active aussi comme adoucissant de la gorge. Vous avez le sureau. Autrefois, il y avait des mélanges à base de sambucus. Je ne sais pas si vous dit quelque chose. Non. Qui est le sureau. Ah oui, le sambucus, oui, tout à fait. J'avais mal entendu, oui, tout à fait. Le sureau noir et qui a un effet effectivement sur l'immunité. Le romarin a aussi une action immunitaire sur le foie. Vous voyez, la plupart des bourgeons, on peut le dire, ont une action à la fois antioxydante, anti-inflammatoire et immunostimulante ou régulatrice. Voilà. Alors tiens, on peut faire, si vous voulez, docteur Dupont, un petit jeu. Si je vous dis, une sphère, par exemple, la sphère ORL, là on vient un peu d'en parler, mais vous pouvez me dire quel bourgeon pourrait correspondre. Alors ça reste un peu grossier, comme vous l'avez dit, on n'est pas là pour donner des indications précises, mais ça donnera quand même des grandes familles peut-être de bourgeons à nos auditrices et nos auditeurs qui après évidemment se retourneront soit vers
vers des professionnels de santé compétents. Mais en tout cas, par exemple, allez, sur l'immunité, on a dit cassis, par exemple, églantier, et puis vous disiez rosa canina, par exemple. Oui, l'églantier, oui, la rose. C'est la même chose. Hein. Oui. Alors, sur la sphère intestinale, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Alors, on a la myrtille et l'RL, qui sont deux macérats qui ont un effet, d'une part, anti-inflammatoire. Sur la sphère, ça c'est plutôt dans l'inflammation type colite ou spasme, etc. Mais le macérat majeur de la sphère digestive, c'est le figuier. Le figuier, il a deux effets principaux. Une action sur le système neurovégétatif, sur le système nerveux, c'est un apaisant, un régulateur des fonctions orthosympathiques, et également une action sur le digestif. Par exemple, toutes les petits symptômes tels que les aigreurs d'estomac, vous savez, le stress, lorsqu'on est stressé, que ça se porte sur l'intestin, ça va être le figuier. Le figuier, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs les mêmes propriétés d'une typologie pour, même sous une autre forme en phyto ? J'imagine que oui. C'est-à-dire, est-ce que le figuier peut être utile pour la digestion ? Bah oui. Par exemple, la figue, c'est connu de tout temps. Lorsque l'on a des problèmes de gastrite, par voie même d'ulcère, on conseille autrefois de mâcher les petits grains de la figue, d'une figue sèche. Et c'est un effet immédiat sur les troubles digestifs, sur l'estomac. Et le macérat de figuier se porte également sur l'estomac. Donc, vous voyez, il y a le fruit va en avoir un effet, les feuilles ont un effet aussi, on connaît, et le macérat des jeunes pousses, des bourgeons de figuier ont cet effet particulier sur le tube digestif. C'est un bourgeon très très connu et très très utilisé. Oui. Alors maintenant, on va passer à votre grande spécialité, puisque vous êtes dermatologue, docteur Dupont, qui est la peau. Oui. Alors la peau, on peut dire la peau en général, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de problèmes de peau. Alors peut-être on peut donner comme ça des grandes typologies avec les bourgeons qui vont bien. Oui. Bah, écoutez, là, je me suis basé plus sur des travaux scientifiques, parce que on n'a pas, si vous voulez, encore de conduite à tenir extrêmement bien cernée par rapport à la peau. Mais il y a des études. Par exemple, on connaît l'action du bourgeon de hêtre par une de ces molécules qui est l'acide abyssique, qui est un réducteur d'inflammation et surtout qui augmente la réparation, la régénérescence des kératinocytes, les cellules de la peau. Et dans les études qui ont été faites avec le bourgeon de hêtre, on a montré que la peau était beaucoup plus douce et que les rides étaient un peu combattues, vous voyez. On a cet effet du bourgeon de hêtre qu'on peut utiliser d'ailleurs dans des crèmes. On peut le mettre. Nous, on l'a mis dans un contour des yeux parce que justement, ça a un effet à la fois sur l'œdème palpébral des paupières et sur l'action retenseur. Oui, parce que bien sûr, on peut l'intégrer à la cosmétique, évidemment. Voilà, pareil pour le marronnier, qui augmente la microcirculation et qui va s'opposer, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, à la destruction du collagène. Donc ça, ce sont deux macérats majeurs que l'on peut prendre par voie orale lorsqu'on a des problèmes, par exemple, de mauvaises liaisons entre le derme et l'épiderme, ce qu'on appelle les rides, si vous voulez. Ensuite, vous avez le peuplier qui aurait une action dépigmentante. Donc ça aussi, en local, peut-être ça peut être utilisé, pas pur, et toujours dans des crèmes, pour l'action un petit peu dépigmentante. Le tilleul, des travaux ont montré que ça agissait sur les kératoses. Vous savez, les kératoses solaires, les phénomènes de... Voilà. Le framboisier aurait un effet sur la cicatrisation. Voilà, donc on peut le prendre par voie orale ou locale. Et avec les précautions que vous avez données tout à l'heure. Avec les précautions qu'on a données, c'est-à-dire que c'est quand même toujours faire appel à un professionnel, il ne faut pas s'amuser. D'abord, on ne sait pas ce qu'on a forcément, donc il faut toujours se demander à un dermatologue, parce qu'une kératose, ça peut être aussi un baso, ça peut être un cancer de peau, donc faire attention de faire un diagnostic avant de se traiter soi-même. Voilà. Et ensuite, il y a... L'acné, par exemple ? Alors, l'acné, si vous voulez, ça va être plutôt les bourgeons de noyer, et le cassis aussi, parce que dans l'acné, il y a toujours un peu d'inflammation. Et là, on agira par voie interne, parce qu'il faut agir quand même dans l'acné par voie digestive, et aussi sur le foie. Donc, s'il y a un problème de foie, ça va être le romarin. Voilà.
Alors, pour la peau, c'est pas mal. Drainage des émonctoires, justement, vous avez parlé du foie. Si on se sent un peu chargé, un peu en mode détox, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? On a 3 macérats que l'on peut alterner. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais alterner, par exemple, une semaine, une semaine, une semaine. Par exemple, on peut utiliser le frêne, qui est un draineur connu. Autrefois, on faisait la tisane de frêne pour les gens qui, notamment, ont du rhumatisme et qui ont besoin de drainer. Ensuite, vous avez le bouleau. Bouleau, c'est un des majeurs, qui va diminuer un petit peu tout le problème de surcharge métabolique. Et vous avez le genévrier, que l'on peut utiliser en troisième intention, après les 2 autres, mais de manière très ciblée et très courte, parce que je vous dis, tout à l'heure je l'ai dit, le genévrier peut fatiguer les reins si on le prend trop longtemps. C'est valable d'ailleurs pour les baies de genévrier. Donc il faut utiliser toujours avec précaution, mais ça peut être 3 macérats qui seront utiles dans la dépuration de l'organisme, oui. D'accord, donc on les fait tourner, mais par contre on les prend pas en même temps. Non, ceux-là on peut les séparer. Après on peut les prendre ensemble aussi, mais ça demande d'être prescrit, vous voyez. Il faut que on sache si c'est valable pour vous ou pas, quoi. Il y a une typologie, si vous voulez. Il n'y a pas 2 personnes pareilles. C'est comme un peu pour l'homéopathie, même pour la phytothérapie. Vous savez, autrefois, on classait les plantes en fonction de leur tempérament, chaud, sec, froid, humide. On n'en tient pas compte, mais pourtant, c'est très important. Ce qui va réussir à l'un ne va pas forcément réussir à l'autre. On peut même avoir des effets inverses. Quelques personnes qui vont avoir un effet sur le sommeil avec telle plante, d'autres vont avoir l'effet inverse. Notamment le tilleul, avec le tilleul notamment. Ah oui, donc prudence. Est-ce qu'on peut parler peut-être de tout ce qui est autour des émotions, du stress, des nerfs? Oui. Est-ce que là, il y a des bourgeons particulièrement recommandés? Les 2 majeurs, c'est le tilleul et le figuier. Voilà, on retrouve le figuier, oui. Oui, on retrouve le figuier un peu partout. C'est vraiment une action apaisante, le figuier. Et quant au tilleul, on le connaît, c'est à la fois légèrement apaisant. Enfin, voilà, on peut dire c'est les majeurs pour le stress. D'accord. Y compris pour le sommeil? Pareil. On peut ajouter l'aubépine dans ce cas-là. Alors, toujours pareil, l'aubépine, c'est une plante qui a été énormément testée. On connaît les molécules qu'elle contient, on connaît ses effets. Donc le bourgeon d'aubépine, il est très très actif sur la tension nerveuse, puisqu'il est légèrement hypotenseur. Il va réguler le rythme cardiaque, donc il faut faire attention quand même de ne pas le donner aux gens qui ont un cœur très lent, puisqu'il va freiner la fréquence cardiaque. Et il va également tonifier le cœur. Donc c'est quelque chose qui est du domaine vraiment du curatif. Mais sur le sommeil, on peut en prendre à petite dose, ou l'associer au tilleul et au figuier, un peu comme pour le stress. Et à ce moment-là, il va avoir un effet d'apaiser. Voilà. D'apaiser le stress qui peut bloquer le sommeil. Ensuite, tout ce qui est autour de la bonne circulation. Alors, vous avez parlé de la sphère cardiaque. Peut-être vous voulez ajouter autre chose ou pas? Disons que il y a beaucoup de macérats ont un effet sur la circulation. Vous avez le marronnier, on en a parlé. Vous avez la vigne rouge, qu'on connaît aussi très bien pour les troubles circulatoires. Après, il y en a qu'on connaît moins et qui sont quand même aussi très utiles. C'est notamment le châtaignier et le noisetier. Vous voyez, ce sont des arbres dont on mange les fruits. Et il faut savoir que les jeunes pousses et les bourgeons ont un effet intéressant. Par exemple, le noisetier, il va avoir une action lymphatique, c'est-à-dire qu'il va traiter un petit peu les œdèmes. Quand on a une mauvaise circulation, il va fluidifier le sang et on le considère comme ce qu'on appelle un antisclérotique, c'est-à-dire il empêche, si vous voulez, la sclérose des tissus, leur durcissement. Un peu comme on pourrait donner de l'aspirine, ou je dis des bêtises? C'est un peu à rapprocher de l'aspirine, puisque en sachant que l'aspirine c'est plus un anti-agrégant, c'est-à-dire elle va empêcher plutôt le mécanisme n'est pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même processus. Là, on va agir plutôt sur la sphère lymphatique. Et pareil pour le châtaignier. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais dans les eczémas où il y a une rétention lymphatique, il peut être utile par voie interne, le châtaignier, puisqu'il va avoir cet effet, si vous voulez, de drainer, un peu comme le noisetier.
Et donc ça, c'est actif. Parce que la plupart des problèmes circulatoires, il faut bien le dire, c'est lymphatique avant d'être veineux. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais drainage lymphatique. La lymphe, c'est quand même pratiquement 75% du poids du corps. Et comme on est toujours debout, ou même quand on est assis, les jambes sont déclives, on a, si vous voulez, on a besoin de pomper cette lymphe qui circule en permanence. Et donc, les problèmes circulatoires, c'est vraiment les bourgeons qui agissent sur la sphère lymphatique. Tout comme une plante qui est le mélilo, qu'on ne prend pas en bourgeon mais en teinture, va fluidifier la lymphe et permettre sa circulation. Autour de tout ce qui est cycle féminin, est-ce qu'il y a des choses en particulier à conseiller ? Alors, il y a deux bourgeons particuliers. Il y a l'érel pour plutôt la sphère œstrogénique et le framboisier qui va plutôt agir sur la sphère progestative. D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir une chose, c'est que la progestérone, elle est souvent en défaut, en manque de progestérone, d'où tous les symptômes, la nervosité prémenstruelle, les douleurs des seins, enfin voilà, tous ces symptômes par carence en progestérone ou par manque de progestérone sont liés souvent au stress parce que les surrénales vont pomper la progestérone des ovaires pour fabriquer des molécules actives contre le stress, vous voyez, et notamment des androgènes. Et donc, il faut stimuler un peu ça, et ça, c'est le framboisier qui peut le faire. Voilà, le framboisier, tout comme, entre guillemets, on peut donner aussi de l'huile d'onagre, on en a déjà parlé. Oui. L'huile d'onagre, elle a un peu cet effet aussi. Oui, là, on prend des cures d'onagre en gélule, on est d'accord. On peut associer des capsules d'onagre avec les cures en prémenstruel de framboisier. Autour de la ménopause, c'est un peu les mêmes conseils aussi ? C'est un peu les mêmes conseils, parce que ce sont des plantes qui vont avoir un effet, l'érel notamment, de compenser la chute hormonale. L'érel est très important en période ménopausique, oui. Et effectivement, oui. On n'a pas parlé de la sauge, par exemple ? Oui, on la retrouve en bourgeon ou pas non, facilement ? parce que les bourgeons, c'est plutôt des plantes qui vont vers l'arbre, vous voyez. La sauge, c'est vraiment la plante médicinale par excellence dont on utilise les feuilles et qui était une des principales plantes recommandées par l'école de Salerne, puisqu'il y a le célèbre aphorisme de l'école qui disait que « Pourquoi meurt-il celui dont la sauge pousse au jardin ?» Je ne le dirai pas en latin. La prochaine fois, on apprend tous la phrase par cœur en latin. Je suis sûre que vous allez nous la donner sur les réseaux sociaux. Peut-être. Donc, est-ce qu'on peut associer la gémothérapie à d'autres branches de la phyto, justement, en complément comme ça ? Oui, c'est même recommandé parce que justement, autant on disait tout à l'heure et on a expliqué comment les bourgeons ont un effet de régénérer, de réparer les tissus, de favoriser leur fonction, autant une plante va avoir par sympathie avec un organe une action stimulante ou freinatrice. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si on peut prendre un exemple, mais le framboisier, tiens, par exemple. On peut utiliser les feuilles de framboisier en fin de grossesse lorsqu'il y a trop de contractions utérines et que le risque d'accouchement est trop tôt, quoi. Mais par contre, le bourgeon, il va avoir un effet plus sur, si vous voulez, la tonicité. Donc, il peut être complémentaire. Mais ça, c'est vraiment, je prends ces exemples, mais c'est peut-être pas un bon exemple parce que ça doit être fait sous contrôle médical ou voilà. Mais on peut dire que le bourgeon va régénérer, la plante qui ensuite va donner des feuilles ou des fruits, elle va soit apporter de l'énergie par le fruit, des vitamines notamment, soit agir sur la fonction en stimulant, en freinant par la feuille, vous voyez ? Donc, il peut y avoir complémentarité. Très bien. Aujourd'hui, qui sont les professionnels de santé qui sont formés à l'usage de la gémothérapie ? Je pense qu'il n'y en a pas trop. Sinon, ce sont des naturopathes parce que ça fait partie d'une grande part de l'étude de la naturopathie que de s'intéresser aux bourgeons. Ce qui est dommage pour la médecine puisque ça devrait rentrer quand même dans le domaine de la recherche des médecins. Mais tous ceux qui s'intéressent à la phytothérapie, je parle des médecins, ont effectivement une étude qui porte sur la gémothérapie obligatoirement, parce que ça fait partie, c'est un pan entier de la phytothérapie.
Chez les enfants, on avait dit qu'on en parlerait. Est-ce qu'on peut utiliser les bourgeons chez les petits ? Il y a des précautions. Jamais en dessous de 3 ans, tout comme d'ailleurs dans la grossesse, il vaut mieux éviter à cause qu'il y a de l'alcool dedans. À partir de 3 ans, on peut commencer à les utiliser en faisant attention à la quantité. En principe, on dit 1 goutte par kilo et par jour. Par kilo et par jour. Donc 20 gouttes maximum dans la journée, réparties en 3 prises. D'accord. Mais de manière très ponctuelle, et très ciblée et de courte durée. Voilà. D'accord. Pourquoi la répartition dans une journée importante d'ailleurs ? Justement à cause de la quantité d'alcool, et puis aussi parce que je pense que ça a un effet progressif. Et on peut commencer par une petite dose, augmenter la dose progressivement. Il faut trouver, si vous voulez, chez l'enfant, la dose minimale efficace. D'accord. Donc, si on a un effet déjà bénéfique, observable dès les premières prises, inutile d'aller plus loin dans les quantités. C'est pas une histoire, vous savez, c'est comme toutes les choses. La dose, c'est important de la définir. Quelquefois, une surdose va être plus nocive que bénéfique. Il faut penser, avec la phytothérapie en général, que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du produit et de trouver la dose efficace. C'est la dose qui fait aussi le poison, évidemment. On connaît bien cette formule. C'est Paracels. Ouais. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on est dans une médecine actuelle où on pense que, mais en général, pas que la médecine, mais c'est plus c'est lourd, plus c'est bien. Non, c'est pas vrai. La quantité ne fait pas forcément la qualité, au contraire. C'est ça, donc on n'y va pas au bazooka, surtout pas, et encore moins avec la Gémeaux. Oui. Voilà, exactement. Bon, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter ? J'aimerais peut-être, si on a fini un peu sur les usages, il y aurait tant à dire évidemment, mais qu'on parle un peu des prix pour avoir une idée un peu de se situer en fonction de la quantité. Combien ça coûte finalement ? Disons que les macéroglycérinés, le flacon de 30, il est aux alentours de 15 €. C'est pas quelque chose d'extraordinairement cher. 30 millilitres, oui. Ouais, 30 millilitres. Le 30 millilitres, ça fait à peu près 20 jours. Donc, voilà. On est dans des choses très raisonnables. Okay. C'est pas excessif, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter, peut-être, avant de conclure ce podcast, Dr Paul Dupont ? Disons que toujours pareil, ce que vous avez ajouté, Anne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer soi-même autothérapeute avec des bourgeons. Il faut quand même étudier des livres qui en parlent et qui sont fondés sur la science, non pas sur des répétitivités de choses que les uns ont dit, des autres ont répété. Il faut que ça soit fondé. Or, actuellement, il y a quand même peu de livres qui sont fondés sur la science en gémothérapie, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études. Mais je pense que ça va venir, que petit à petit, on aura des bases scientifiques avec des publications de plus en plus nombreuses qui pourront attester de l'efficacité et qu'elles soient prouvées. Voilà. On n'est pas encore dans un domaine de méthodes scientifiques avérées, mais on connaît les molécules, on sait leur effet, et petit à petit, on a des résultats probants, et c'est ça qu'il faut rechercher. Et il y aura une petite surprise à ce sujet prochainement, mais on n'en dit pas plus pour l'instant, Dr Dupont. Alors, merci infiniment. Je vous en prie. Pour tous ces bons conseils. Toujours, je rappelle qu'on peut retrouver plusieurs de vos livres, comme Se libérer du psoriasis, ou encore Soigner sa peau naturelle aux éditions Erol. Votre excellent livre aussi sur la vitamine D aux éditions Marabout. Et si vous souhaitez plus d'informations, allez donc consulter le site de votre laboratoire de solutions naturelles, www.oemine-nature.com. Merci infiniment, Dr Dupont. Merci Anne, bonne continuation. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.